Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo avec un exercice très intéressant, donc un exo plutôt 2DS qui porte sur la continuité, la dérivabilité, où on va voir la méthode de Newton pour le calcul donc du zéro d'une fonction. Donc c'est une méthode informatique qui est utilisée pour trouver le zéro d'une fonction de manière itérative. Donc on va voir plutôt les aspects mathématiques de ce problème, donc je vous laisse prendre connaissance de l'énoncé. Donc il y a 6 questions sur le problème. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause, lâcher un petit like si vous pensez que la vidéo peut vous être utile, et puis moi je vais vous donner des indications, et ensuite je vais passer à la correction de ce problème intéressant. Allez, donc on est parti pour les indications. Donc la première indication, la première question, c'est qu'il va falloir utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Deuxième indication, c'est qu'il faut faire un tableau de variation, sachant que f' est positive. Quelle est l'équation de la tangente y de x ACF en x0? On a y de x égale f' de x0 fois x moins x0 plus f de x0. On cherche à résoudre l'équation y de x égale 0. Troisième question, on a f qui est C2 donc de AB dans R, donc G est en fait C1. Calculer G' puis l'évaluer en alpha. On trouvera G de alpha égale alpha et G' de alpha égale 0. Quatrième question, il faut utiliser la définition quantifiée de la continuité d'une fonction bien choisie. Bien choisir la valeur de epsilon et le point à lequel la fonction est continue. Il faut utiliser G'. On obtient un certain delta tel que pour tout x appartenant à alpha moins delta, alpha plus delta, G' de x en valeur absolue est inférieur ou égal à 1,5. Mais il faut aussi que alpha moins delta, alpha plus delta soit inclus dans l'intervalle ouvert AB. Il existe aussi un état tel que alpha moins eta, alpha plus eta soit inclus dans l'ouvert AB. Il suffit donc de poser h égale le minimum de delta eta. Traduire la stabilité de alpha moins h, alpha plus h par g en termes d'inégalité. Utiliser l'inégalité des accroissements finis, on utilisera la question 4. On déduire une inégalité entre la valeur absolue de un plus 1 moins alpha et celle de un moins alpha. On prendra x égale un. On déduire une majoration de un moins alpha. Sixième question, étudier g au voisinage de alpha. Utiliser la formule de Taylor-Young d'ordre 2, évaluée en x égale un. On déduire que un plus 1 moins alpha sur un moins alpha au carré tend pour n qui tend à plus infini vers g' de alpha sur 2. Ah, donc on est parti pour la première question. F elle est continue sur l'intervalle AB et comme la dérivée est strictement positive, f est croissante sur AB. Ainsi f réalise une bijection de AB vers son ensemble image, donc entre AB et f de A, f de B. Et vu que f de A est négatif, f de B est positif strictement à chaque fois, eh bien on en déduit que f s'annule exactement une seule fois sur AB et donc en un point qui s'appelle alpha. Donc vu que f de A et f de B sont non nuls, eh bien il existe un alpha appartenant à AB, donc plutôt l'ouvert AB, tel que f de alpha égale 0. Allez, donc on est parti pour la deuxième question. Eh bien, la tangente à la courbe représentative de f en x0, eh bien, là, d'après le cours, pour équation, y de x égale f' de x0 fois x moins x0 plus f de x0. Donc on cherche maintenant la valeur de x telle que y de x égale 0 pour avoir l'intersection avec l'axe des abscisses, ce qui mène du coup à l'équation x égale x0 moins f de x0 sur f' de x0, et ça c'est licite. Pourquoi? Parce qu'on a supposé que f' de x0 était non nul. Allez, donc on est parti pour la troisième question, donc on rentre dans le cœur du sujet. Donc G elle est C1, pourquoi? Parce que F elle est C2 et donc F' est C1 et elle ne s'annule pas sur AB. Donc par ailleurs G de alpha, on calcule, ça fait quoi? Ça fait alpha, puisque par définition f de alpha égale 0. Et par ailleurs le calcul de la dérivée de G, ça donne quoi? Ça donne G' de x, c'est quoi? C'est 1 moins du coup f' de x au carré moins f de x fois f seconde de x sur f' de x au carré. Et donc ensuite en mettant sous même dénominateur, donc ça va apparaître un f' de x au carré qui va simplifier avec le f' de x ici au carré. Et donc il va rester du coup, donc avec le moins qui va se développer, il va rester f de x fois f seconde de x sur f' de x au carré. Et donc si on évalue ça en alpha, et bien vu que f de alpha égale 0, il va rester g' de alpha égale 0. Et donc voilà, on a résolu la troisième question. Ah, donc on est parti pour la quatrième question. Eh bien, la définition de la continuité d'une fonction h en un point x0, ça donne quoi? Ça donne que pour tout epsilon dans R plus étoile, il existe un certain delta dans R plus étoile, tel que pour tout x, donc dans x0 moins delta, x0 plus delta, et en valeur absolue, h de x moins h de x0 est inférieur ou égal à epsilon. Donc ça ressemble un peu à ce qu'on essaie d'établir. Donc on va bien choisir h, x0 et la valeur d'epsilon pour obtenir ce que l'on veut. Donc en l'occurrence, on va prendre h égale g', donc g' étant bien continu, considérer le point alpha et en prenant epsilon égale 1,5, donc ça donne quoi? Ça donne qu'il existe un certain delta dans R plus étoile, tel que pour tout x appartenant à alpha moins delta, alpha plus delta, et en valeur absolue, g' de x moins g' de alpha est inférieur ou égal à 1,5, avec g' de alpha valant 0.
0. Donc au final, on récupère que g' de x en valeur absolue, c'est inférieur ou égal à 1,5. Donc voilà la situation telle qu'elle est. Donc on a alpha qui appartient à B, à l'ouvert AB, et donc on se balade de delta entre donc à partir de alpha, et donc on arrive sur l'intervalle alpha moins delta, alpha plus delta, mais attention, il faut quand même que alpha moins delta, alpha plus delta reste dans l'ouvert AB. Donc pour être sûr qu'on ne sort pas de cet ensemble. On sait qu'on peut prendre état dans R plus étoile tel que alpha moins état, alpha plus état soit inclus dans l'ouvert AB. Et donc si on prend H le minimum entre delta et état, et bien là on est sûr de ne pas sortir de cet ensemble. Donc on a bien montré qu'il existait un certain H dans R plus étoile tel que pour tout x appartenant à alpha moins H, alpha plus H, et bien g' de x est inférieur ou égal en valeur absolue à 1,5. Allez, donc question 5, on pose grand I qui est égal à alpha moins h, alpha plus h, et on veut montrer que grand I est stable par G. Donc autrement dit, qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut montrer, ça c'est la définition de la stabilité d'un ensemble. Donc pour tout x dans I, G de x appartient à I. Donc ça veut dire pour tout x appartenant à alpha moins h, alpha plus h, eh bien g de x est plus grand que alpha moins h, mais plus petit que alpha plus h. Donc ça, si on rapatrie le alpha près du g de x, ça fait g de x moins alpha plus grand que moins h et plus petit que h. Donc en valeur absolue, ça veut dire que g de x moins alpha est inférieur ou égal à h. Donc on va essayer de montrer ça. Et donc plus exactement, vu qu'on a déjà trouvé que alpha valait g de alpha, eh bien en fait on est ramené à se montrer que en valeur absolue g de x moins g de alpha est inférieur ou égal à h. Et ça nous pousse à utiliser bien l'inégalité des accroissements finis. Donc pour ça on va utiliser la question 4 qui nous montre que 1,5 majeur g'. Donc qu'est-ce qu'on a sur I? Donc qu'est-ce qu'on a? On a pour tout x appartenant à I, g de x moins g de alpha est inférieur ou égal à 1,5 fois du coup en valeur absolue x moins alpha. Donc au final, vu que g de alpha vaut alpha, on a g de x moins alpha est inférieur ou égal à 1,5 de x moins alpha en valeur absolue. Et vu que x moins alpha est inférieur ou égal à h car alpha est le milieu de I, eh bien on obtient que en valeur absolue, g de x moins alpha est inférieur ou égal à h sur 2 qui est lui-même plus petit que h. Et donc ça montre bien que I est stable par G, donc par équivalence. Donc on a montré que ça c'était g de x moins alpha en valeur absolue inférieur ou égal à h. On a montré que c'était équivalent à avoir la stabilité de I par G. Donc voilà, on a obtenu ce que l'on voulait. Et ça cette stabilité d'ensemble, elle va nous permettre de définir la suite de l'énoncé. Et donc, si on prend pour tout n dans grand N un qui appartient à I et alpha qui appartient à I, eh bien on a g de un moins g de alpha qui est inférieur ou égal à 1,5 de un moins alpha. Et le membre de gauche, ça fait en fait un plus 1 moins alpha. Donc on a un plus 1 moins alpha en valeur absolue qui est inférieur ou égal à 1,5 de la valeur absolue de un moins alpha. Et donc, par récurrence immédiate, on va pouvoir descendre d'un en un les termes et obtenir un moins alpha inférieur ou égal à 1 sur 2 puissance n, u0 moins alpha. Et donc ça c'est une certaine constante moins alpha. Et si on fait tendre n vers plus l'infini, ça va tendre vers 0. Et donc un va tendre vers alpha. Donc la suite un, elle converge et elle converge vers alpha. On est parti pour la dernière question. Donc vu que f elle est C3, G elle devient C2 et donc on peut étudier le comportement de G au voisinage de alpha et donc on peut utiliser la formule de Taylor-Long à l'ordre 2 au voisinage de ce point. Donc effectivement on a du coup G de x égale G de alpha plus G' de alpha x moins alpha plus G seconde de alpha sur 2 x moins alpha au carré plus un petit o donc du coup du terme, le dernier terme polynomial qui apparaît, donc x moins alpha au carré. G de alpha on a dit que c'était alpha, G' de alpha ça vaut 0, donc il va juste rester du coup G de x moins alpha égale du coup G seconde de alpha sur 2 x moins alpha au carré plus un petit o de cette chose là. Donc si on évalue maintenant en un qui est dans l'intervalle pour lequel on peut évaluer cette formule de Taylor-Young, donc on a un plus 1 égale alpha, plus g seconde de alpha sur 2 au carré, sur 2, pardon, un moins alpha au carré, plus un petit o de un moins alpha au carré. Et donc en fait un plus 1 moins alpha sur un moins alpha au carré, c'est g' de alpha sur 2 plus un petit o de 1. Et donc ça montre que la limite pour n qui tend vers plus infini de un plus 1 moins alpha sur un moins alpha au carré, et bien pour n qui tend vers plus infini, c'est g' de alpha sur 2. G seconde de alpha sur 2. Concrètement, à quoi ça sert cette méthode de Newton? Donc on considère alpha donc un zéro d'une certaine fonction, donc qui est tracé en noir. Donc comment ça fonctionne? On prend un point un peu au hasard, disons x0, et bien on va chercher donc du coup l'image de la fonction par cette courbe-là. On trace donc la tangente et on regarde quand est-ce qu'elle coupe du coup l'axe des abscisses, ce qui nous permet d'obtenir un nouveau point x1 et on réapplique
cette méthode, donc on recalcule encore une fois la tangente, on regarde quand est-ce qu'elle coupe l'axe des abscisses et ainsi de suite jusqu'à en fait converger vers alpha. C'est ce que nous montre donc sous certaines hypothèses de régularité de la fonction, c'est ce que nous montre en fait l'exercice. Voilà, donc c'est fini pour cet exercice qui est assez intéressant, donc qui permet en fait de voir des arguments donc mathématiques sur un exercice plutôt d'informatique, donc une méthode d'informatique. Donc en tout cas j'espère que tu auras appris des choses, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche, j'espère te retrouver sur une prochaine vidéo de maths ou de physique. Salut!